On a longtemps cru qu'un cerveau fonctionnait partout de la même manière. D'un point de vue anatomique, il n'existe aucune différence entre un cerveau américain, asiatique ou européen. Mais qu'il existe entre nos cerveaux des différences culturelles qui se sont constituées au fil des siècles, voilà une découverte entièrement nouvelle. Il a fallu attendre l'étude de la boîte noire pour mettre à jour ces différences. Et l'industrie publicitaire commence à peine à s'approprier ces découvertes. Je veux vendre une voiture et en vanter les mérites. Prenons une publicité qui a bien fonctionné en Allemagne. La voiture est placée au premier plan, garée en diagonale. C'est très dynamique, elle dégage une impression de puissance. Eh bien, exactement la même image a été diffusée au Japon et en Chine. Ça a été un échec complet. Pourquoi? Parce que là-bas, le produit doit toujours être montré dans un contexte. Une rangée de maisons ou une scène de rue. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel le sujet s'intègre. Il y a quelques années encore, regarder à l'intérieur du cerveau du consommateur avait tout du divertissement scientifique pratiqué par une poignée d'entreprises un peu plus curieuses que la moyenne. Mais il est aujourd'hui à peu près certain que toutes les grandes entreprises mondiales se servent des acquis récents de la neuroscience. Pas sûr que ce spot ait fonctionné au Japon. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'où viennent ces différences culturelles? Nous en savons déjà un peu plus aujourd'hui. Regardons par exemple comment une mère et son enfant abordent un jouet. La mère allemande dira « ceci est un nounours » en pointant l'objet, le produit en quelque sorte. Elle explique tout, nomme les éléments, le nez, la jambe, elle lui donne un nom. Pour la mère japonaise, le nounours n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour construire un échange social. Il est complètement intégré à une situation d'ensemble. Il ne s'en détache pas et n'est pas identifié en tant qu'objet. Nous commençons à comprendre les différences culturelles. Nous sommes en train de mesurer les effets des marques et nous avons découvert les réseaux cérébraux qui participent aux mécanismes de décision. Nous avons beaucoup progressé dans notre voyage au centre de la boîte noire. Mais où cela va-t-il nous mener? Le consommateur transparent est-il déjà une réalité? Scanné, mis à nu et manipulable par les neurosciences. Retour aux États-Unis. Ici, sur la côte ouest, les travaux d'une jeune chercheuse allemande ont une portée très pratique. Ilke Plassmann travaille à la croisée de l'économie et du marketing. Sa problématique, comment le prix influence-t-il notre appréciation d'un produit? Mise en pratique avec une dégustation de vin californien. À l'aide de l'IRM, la scientifique veut savoir si le prix d'un vin influence le plaisir que nous ressentons au moment de sa consommation. Un système de tuyaux et de pompes lui permet de proposer différents vins aux volontaires qui participent à l'expérience. Pendant que la personne boit, Ilke Plassmann surveille les images du scanner pour localiser les aires d'activité du cerveau. C'est presque fini. Il y en a encore pour une petite minute. Après ça, on vous libère, d'accord? Avant chaque dégustation, le prix du vin est communiqué au sujet. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une seule et même bouteille se cache derrière les différents échantillons. En croyant déguster un vin à 90 $, le sujet boira en fait le vin d'une bouteille à 5 $ qu'il aura déjà goûté. Que va-t-il se passer? Le prix peut-il à lui seul changer la sensation de plaisir? Le vin bon marché est-il meilleur quand le goûteur le croit plus cher? Le prix provoque une attente par rapport au goût. Et au final, je ne vais pas seulement penser que le vin est meilleur, je vais même ressentir qu'il est meilleur. Le prix a réellement modifié la sensation de goût. Les méthodes traditionnelles de marketing, comme les sondages par exemple, n'auraient jamais pu montrer cette réalité. Mais l'observation du cerveau est réputée infaillible.
L'IRM montre incontestablement l'influence directe du prix sur le système de récompense et ouvre ainsi de toutes nouvelles perspectives de marketing. Les soldes sont un autre terrain de prédilection de la recherche appliquée. Rien ne vaut une affiche tape à l'œil pour ensorceler et attirer la plupart des consommateurs. À Bonn, Bernd Weber, spécialiste de l'épilepsie, se consacre à l'étude du mode de fonctionnement des annonces de soldes. La neuroéconomie constitue pour lui un moyen de mieux comprendre et de démontrer certains processus fondamentaux du cerveau. Nous avons constaté chez les sujets à qui nous avons montré ces signes une réduction de l'activité d'une partie du cerveau. Il s'agit de la zone qui est en rapport avec le questionnement sur nos propres comportements. Ce qui voudrait dire que les sujets réfléchissent moins à leurs décisions quand ils voient des affiches de soldes. Mais nous avons aussi constaté une augmentation de l'activité dans les zones du cerveau liées à l'attente de récompense. Les rabais provoqueraient donc une attente de récompense due au fait qu'on espère faire une bonne affaire. La marchandise représente le plaisir, alors que son coût représente la punition. En une fraction de seconde, le système de récompense soupèse ainsi le pour et le contre. Le plaisir que va me procurer cet achat sera-t-il plus important que la punition entraînée par son coût? Le facteur temps entre également dans le calcul. À quel moment vont se matérialiser le plaisir et la punition? Quelles sont les attentes de plaisir et quelles sont les attentes de punition? Vous connaissez le proverbe « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». C'est très cliché, mais ça se vérifie. Un plaisir immédiat, c'est un plaisir qu'on ne peut plus m'enlever, même s'il est limité. Mais un plaisir plus lointain, pour lequel je vais peut-être devoir fournir des efforts, a beau être plus important, son impact sera plus faible. C'est pour ça que les gens consomment frénétiquement, même s'ils savent que leur compte en banque le leur interdit. La consommation effrénée libère des opiacés endogènes. Et à cet instant précis, on se sent incroyablement bien. On consulte son compte seulement quelques jours plus tard, et les conséquences se feront peut-être sentir un an après. Elles peuvent d'ailleurs être extrêmement désagréables. Mais dans le moment présent, et même si c'est variable d'un individu à un autre, ça n'a aucune importance. Pour le moment, il est encore impossible d'expliquer nos mécanismes de décision en détail. Mais supposons qu'il soit un jour possible de décortiquer tous les composants de notre orchestre cérébral. Qu'en sera-t-il de notre indépendance? Notre cerveau pourra-t-il être influencé de manière ciblée par une source extérieure? Le marketing et la publicité pourront-ils nous manipuler à leur guise, parce que les boutons émotionnels qui nous poussent à l'achat auront été localisés? L'homme en vert, l'homme transparent, deviendra-t-il réalité? Un instrument docile livré aux sirènes de l'industrie des biens de consommation? Le consommateur détient le pouvoir, nous détenons le pouvoir, et pas l'industrie. Tout ce que l'industrie peut faire, c'est essayer de mieux comprendre ce que nous voulons parce que nous n'arrivons pas à l'exprimer par nous-mêmes. C'est pour ça que la publicité nous agace. C'est pour ça que 9 produits sur 10 n'ont pas de succès. Les entreprises font des pertes énormes. Elles n'arrivent même pas à nous manipuler. Elles en sont encore à désespérément essayer de comprendre ce que nous voulons vraiment. Vous croyez que ça les amuse de fabriquer tous ces produits que personne n'achète? Elles rêveraient de coller plus près à nos envies. Jusqu'à présent, le marketing n'a que très partiellement su déchiffrer nos désirs. Les secrets de notre boîte noire se sont toujours dérobés à son regard. Mais les nouvelles méthodes peuvent maintenant en éclairer les moindres recoins. Jusqu'à présent, l'état de la recherche permettait d'expliquer 50% de notre comportement d'achat. Les dernières avancées ont fait passer ce taux à 55-60%. Cela va se développer au fur et à mesure, jusqu'au jour où nous serons en mesure de connaître à 100% le comportement des consommateurs. Mais la connaissance exhaustive de notre comportement est-elle synonyme de manipulation illimitée? Le marketing va-t-il diriger nos vies sans que nous nous en rendions compte? À partir du moment où je sais par quel mécanisme le cerveau se décide pour tel ou tel comportement, j'aurai compris beaucoup de choses, peut-être même l'essentiel. Tout est là. Le cerveau doit décider, faire un choix entre A et B.
Ça ne sert à rien de cogiter. Ce qui compte, c'est agir. Quand vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel du cerveau. Mais ça prendra peut-être encore 20 ou 30 ans. Et ça ne servira probablement pas immédiatement à influencer le comportement des gens. Comprendre le fonctionnement du cerveau humain ne veut absolument pas dire que vous pouvez le diriger. La science affirme que l'homme télécommandé n'est pas à l'ordre du jour. Il y a 50 ans, James Vickery n'avait pas réussi à manipuler les spectateurs à l'aide de son projecteur. Aujourd'hui, il est tout aussi impossible d'intervenir directement sur les décisions humaines à l'aide des neurosciences. Les mécanismes de notre cerveau sont tellement complexes que l'on n'arrivera certainement jamais à les comprendre au point de pousser quelqu'un à l'achat d'une chose qu'il ne désire pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Notre cerveau est trop complexe, même s'il ne faut jamais dire jamais. Personne ne peut prédire quelles seront les méthodes dans 50 ans. Mais je ne pense vraiment pas que l'on pourra manipuler un consommateur de façon à ce qu'il prenne des décisions qu'il n'aurait pas voulu de lui-même. En tout cas, pas plus que ne le fait déjà le marketing actuel. La manipulation du consommateur semble donc exclue. Mais on peut se demander ce qui se passera le jour où les clients potentiels seront connus dans les moindres détails. Notre voyage au centre du cerveau se poursuit. Bernd Weber attend beaucoup de la recherche sur l'épilepsie dont le potentiel est fascinant. Le grand intérêt de la recherche sur l'épilepsie est qu'elle permet d'ouvrir, grâce à la diagnose du patient, une fenêtre relativement unique sur le cerveau. Il est parfois nécessaire d'implanter des électrodes dans le cerveau du malade pour déterminer les origines de l'épilepsie. En neurosciences, vous ne disposez pas de cet accès. Ici, vous pouvez effectivement mesurer l'activité du cerveau humain. Du coup, il a toujours été possible d'examiner les fonctions cognitives d'un patient atteint d'épilepsie, ce qui n'était pas possible ailleurs. À Berlin, le médecin Hauke Ekeren travaille à une deuxième méthode innovatrice en associant neurosciences et génétique. La génétique programme tous les processus métaboliques de notre corps, y compris ceux du cerveau. Ce qui a mené le docteur Ekeren à se poser la question suivante. Peut-on constater des différences de comportement attribuables aux différences génétiques? Lui aussi mesure les ondes cérébrales pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau au moment de la décision. Ses recherches portent plus particulièrement sur la gérontologie. Avec l'âge, beaucoup de processus changent à l'intérieur du corps. Des changements également conditionnés par le patrimoine génétique. La combinaison entre neurosciences et génétique pourrait offrir de nouvelles explications au sujet des différences de comportement entre personnes âgées et jeunes. Dans cette optique, Hauke Ekeren a étudié la manière dont jeunes et moins jeunes gèrent leurs placements financiers.